Également. Très bien. Bon, bah, sans plus attendre, voilà, on a passé la petite slide d'introduction. Comme vous le savez, on va se concentrer aujourd'hui sur la création de e-learning sur la thématique spécifique de la formation à la relation client. Donc, plutôt formation de vendeurs et de chargés de clientèle en e-learning. Comment ça va se dérouler aujourd'hui? Donc, vos deux intervenants seront moi et Philippe Moore, qui est notre directeur pédagogique. La manière dont ça va se dérouler, c'est que moi, je vais vous faire un petit préambule en introduction là, sur Didask. Et ensuite, je vais vous expliquer très rapidement l'intérêt de notre solution, d'un côté, pour les apprenants sur l'expérience d'apprentissage, et de l'autre, côté concepteur, donc de votre côté, avant que Philippe ne vous fasse une démonstration plus concrète de notre solution, directement via un partage d'écran. Il vous montrera aussi ces deux côtés de la solution, donc l'expérience d'apprenant d'un côté et le back-office de conception de l'autre. Voilà. Alors, si on rentre un petit peu dans le préambule, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on a été du coup créé par un groupe de chercheurs issus de l'ENS qui avait l'objectif de diffuser un petit peu tout ce qui attrayait aux bonnes pratiques de transmission et de pédagogie, et notamment les bonnes pratiques du coup révélées par la recherche en psychologie cognitive en matière de transmission et d'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé du coup à commercialiser il y a 3 ans, et ça fait 1 an qu'on commercialise la solution SaaS. Aujourd'hui, on a une centaine de clients de tout type, donc ça va des grands groupes aux associations, aux petits cabinets de conseil, aux organismes de formation. Et en interne, on est une vingtaine de collaborateurs qui s'occupent au quotidien voilà, de développer la solution et d'accompagner nos clients. Notre solution, je vous l'ai indiqué, juste un petit rappel là, avec cette slide. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on a une solution qui propose une solution de bout en bout, donc qui va de la conception de modules d'apprentissage à leur diffusion dans un format bien précis aux apprenants. On va commencer d'abord par le bout de chaîne en s'intéressant du coup au côté apprenant. Et si on s'intéresse à cette interface apprenant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, le format qu'on a créé, notre objectif, c'était vraiment de créer un format d'apprentissage, une expérience d'apprentissage qui soit efficace sur le plan pédagogique, donc qui permette vraiment, et nous, c'est notre objectif, aux apprenants de mobiliser ce qu'ils ont appris une fois qu'ils se retrouvent en situation. Et pour vous expliquer un peu plus cette dynamique d'apprentissage, en fait, ce qu'on propose sur le plan donc de la dynamique, c'est aux apprenants de venir essayer de mobiliser leurs connaissances pour résoudre des situations concrètes issues de leur quotidien de travail qui sont un peu des dilemmes, et de se positionner, de venir tester leurs réflexes dans ces situations et de recevoir un feedback pour progresser. Cette dynamique, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle est pertinente pour former sur des sujets qui a trait à des compétences d'ordre relationnel, comportemental, qui sont souvent des formations un petit peu complexes à venir travailler chez l'apprenant en e-learning. Pourquoi notre expérience d'apprentissage, si vous voulez, est pertinente sur ces sujets? Mais c'est simplement parce que c'est lié à la dynamique, hein, c'est parce que les apprenants vont venir tester leurs réflexes qu'ils ont face aux clients, prendre un peu de recul pour les déconstruire, après appréhender potentiellement leurs limites en ayant le temps du coup de tester ces réflexes-là à froid, et surtout comprendre. Et là, c'est l'intérêt de notre dynamique, hein, véritablement, c'est d'essayer de comprendre les implications de leur choix. Et pourquoi, notamment, vous, en tant que formateur référent, vous estimez qu'un comportement est un peu contre-indiqué dans une situation précise, grâce du coup au feedback personnalisé qui sont poussés à chaque fois que l'apprenant fait un choix sur notre plateforme. Et c'est ce qui va leur permettre du coup de réajuster un petit peu leurs réflexes et leur comportement
en situation. Voilà. En termes d'implication concrète un petit peu avec nos clients sur des thématiques de l'ordre de la relation client. Si vous voulez, là, on vous a mis en gros 4 business case. On observe un petit peu des thématiques de tout le spectre de la relation client. Côté Valrhona, du coup, on a plein de types de clients aussi, mais là, on vous a mis plutôt des gros clients, des gros comptes. Valrhona, là, donc les chocolatiers, là, l'objectif de la formatrice, qui était la directrice commerciale de la zone Europe, c'était plutôt de former à la nouvelle politique commerciale et donc du coup à la nouvelle façon de vendre leur chocolat. Pour Canal+, c'était plutôt de la formation de commerciaux, cette fois en B2C, en Afrique, qui étaient formés à la vente d'une nouvelle offre, d'un nouveau bouquet. Pour Orange, c'est plutôt de la formation des téléconseillers, plutôt aux compétences un petit peu d'écoute et d'orientation du client sur des plateformes de type centre d'appel. Et enfin, la fondation de la auto-horlogerie, là, on est plutôt sur de la posture d'accueil et de vente en boutique dans un contexte un peu spécifique avec des produits un peu de luxe, donc des montres. Voilà. Voilà pour le côté du coup apprenant. Et désormais, là, si on s'intéresse du coup plutôt, si on se penche à l'intérêt de notre solution côté concepteur, ce qu'il faut bien avoir en tête, et ce que Philippe va vous montrer à travers la démonstration, c'est qu'on propose en fait un cadre méthodique embarqué dans notre back-office de conception et qui va structurer toute la démarche de conception de bout en bout. Je m'explique. En fait, ce qui fait notre spécificité et vraiment la singularité de l'outil Didask, c'est que on vous accompagne dès la phase de réflexion sur votre sujet, sur la phase que nous on appelle de récolte. Philippe y reviendra avec l'identification des erreurs. Donc en fait, on a un véritable angle on vous indique un angle pour attaquer votre sujet. Et le fait d'avoir cet angle d'attaque, nous, ce qu'on a observé du coup, c'est que ça permet de traiter très simplement des thématiques un peu complexes, comme celle de la relation client ou toutes celles d'ordre du coup relationnel, que nos clients ne savent pas vraiment par quel bout prendre quand ils veulent dépasser un peu le stade juste de la formation synchrone en passant des slides. Ils savent pas forcément par quel bout prendre ces thématiques-là en e-learning. Voilà. Et nous, on offre ce cadre-là, notamment à travers ce prisme-là de la récolte et de l'accompagnement sur la réflexion sur le sujet. Et après, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus qu'à dérouler la matière première récoltée sur la phase de production. Là, on n'a plus qu'à remplir un canevas. Donc ça, c'est la phase 2 de production. Et enfin, sur la phase 3 là, de diffusion, vous voyez, là, notre technologie génère automatiquement votre application mise en forme avec du coup toute l'expérience d'apprentissage poussée aux apprenants. Donc voilà, c'est des étapes que Philippe va vous montrer tout à l'heure. Juste rapidement, on vous a noté un petit peu les grands intérêts que nous on voyait, notamment pour là des formateurs qui sont des formateurs sur cette thématique de la relation commerciale. D'un côté, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce cadrage méthodique, et là c'est un des avantages pour les formateurs de commerciaux à mon sens, l'avantage, du coup, c'est la facilité de prise en main. Si vous voulez, il n'y a pas besoin de compétences pédagogiques ou techniques pour créer un e-learning efficace sur le plan pédagogique à travers Didask. Or, ce qu'on observe, c'est que souvent, nos clients sur ces thématiques-là sont plutôt des experts thématiques, des commerciaux un peu seniors et pas forcément des professionnels de la pédagogie où, justement, notre outil est fait pour être mis dans les mains de personnes qui ont voilà, une expertise, une connaissance qu'ils souhaitent transmettre efficacement et qui ne sont pas des professionnels de la pédagogie. Et deuxième avantage, à mon sens, de notre cadre méthodique embarqué de bout en bout, ben c'est la limitation des coûts, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan du temps engagé pour concevoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, sur Didask, il faut environ 5 jours pour créer 1 heure de e-learning. Quand voilà, des études internationales sur le domaine du e-learning nous apprennent qu'en moyenne, sur un outil auteur qui est un peu moins cadré, il faut une vingtaine de jours. Voilà, donc ça, c'est un réel avantage aussi pour traiter ces sujets complexes dont la relation client fait partie. Et maintenant, bah, je vais laisser la place à Philippe pour que vous puissiez rentrer un petit peu dans le vif du sujet et qu'il vous partage son écran et la solution du point de vue de l'apprenant et du point de vue du concepteur.
Est-ce que je micro? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous ce matin. Je vais donc juste repartager mon écran. Alors, avant de rentrer quand même dans la solution, je sais que vous brûlez d'envie de la voir, j'aurais souhaité vous parler un tout petit peu d'où on part, en fait, lorsqu'on digitalise de la formation de commerciaux. Parce que souvent, ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez avoir, par exemple, des formations présentielles qui peuvent très bien marcher, en fait, où vous allez avoir des formateurs expérimentés qui donnent plein d'exemples concrets. Vous allez avoir des jeux de rôle, souvent, qui sont très appréciés par les apprenants. Et ensuite, vous allez, voilà, par la force des choses, devoir digitaliser vos formations, que ce soit parce que vous avez un public qui est très disséminé, que ce soit parce que voilà, les circonstances qu'on connaît aujourd'hui fait qu'il faut digitaliser les formations de commerciaux. Et là, vous allez être un peu embêté parce qu'en fait, certains des éléments que vous trouvez dans des formations présentielles ou qui pourraient marcher en formation présentielle sont difficiles à répliquer en digital. Souvent, en fait, si vous essayez de digitaliser une formation sur ces sujets, vous allez partir d'un support qui ressemblerait à un peu à quelque chose comme ça. Alors bien sûr, ce sera beaucoup plus beau, beaucoup plus clean en ce qui vous concerne, mais c'est pour vous donner un peu une idée du genre de choses généralement dont on parle. Voilà, ce sera des slides, des guides, des choses de cette nature. Et les problèmes que vous allez avoir pour digitaliser de manière efficace sur cette base, ils sont plusieurs. D'abord, souvent ça va être des éléments de contenu un peu longs. Donc là vous voyez on a des diapositives, on en a 150, c'est un peu lourd en termes juste de quantité, de complexité de contenu. Donc ça c'est clairement un point de vigilance par rapport à la digitalisation. En tout cas on ne pourrait pas juste balancer entre guillemets ces slides en digital et se dire ça y est on a formé nos commerciaux en digital. L'autre point qu'on va retrouver souvent, c'est que les supports en eux-mêmes vont moins rentrer dans le contenu et notamment dans le concret que les formations présentielles. Donc là, typiquement, vous voyez, ça va ressembler un peu à des choses comme ça. On va avoir des messages génériques sur les règles d'or de l'attitude des commerciaux, le sourire, la conviction, l'enthousiasme. C'est bien, ça donne des éléments à retenir, mais ça va pas forcément aider en fait les commerciaux à se projeter sur ce que ça veut dire concrètement en situation. Et dernier point qui est un petit peu difficile également pour la digitalisation et très important pour nous, c'est le côté un petit peu passif. Donc là, vous voyez par exemple sur cette slide, on a un ensemble de messages qu'il faut retenir et on a par exemple voilà, un message, une recommandation concrète. Je pose des questions à mon client pour découvrir ses besoins lors de l'étape analyser la demande. Le problème avec ça, c'est ce que dans les sciences cognitives on appelle l'illusion de maîtrise. Je lis ce message et en fait j'ai l'impression d'avoir tout compris. Je me dis d'accord, il faut que je pose des questions à mon client pour découvrir ses besoins. Ça a l'air simple. Comment est-ce que je pourrais me tromper? Et en fait, le problème, c'est que ça ne suffit pas. Je crois savoir, mais en fait, une fois que je serai en situation, eh bien, je ne serai pas forcément capable d'appliquer ce message. Et donc, c'est là, en fait, que c'est important de proposer une expérience d'apprentissage qui est interactive, sur laquelle les apprenants font l'effort eux-mêmes de se confronter aux situations et justement de se confronter à leur illusion de maîtrise, de se dire, ok, mais vraiment face à un client ou une cliente, qu'est-ce que je ferais moi? Et ensuite se corriger avec du feedback. Donc voilà, on risque d'avoir en tout cas un problème en digitalisation de complexité, un peu un côté théorique et manque d'interactivité. Et donc c'est là en fait que notre solution elle intervient. Quelque part, le rôle de Didask, c'est de vous aider à générer facilement, rapidement, sans trop vous arracher les cheveux, une expérience de formation digitale pour vos commerciaux qui soit simple, qui aille un peu à l'essentiel, qui soit concrète et qui soit interactive pour l'essentiel. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire avec notre format pédagogique. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne côté apprenant sur un exemple générique de sujet, donc formation des vendeurs.
Quand on arrive sur une formation didasque, hein, ça c'est assez classique dans la formation digitale, vous allez avoir donc voilà une page un petit peu de présentation du cours, ce à quoi s'attendre, etc. Là où tout de suite ça va être déjà un petit peu particulier, c'est dans la manière dont on va découper les contenus. Là vous voyez, on a une liste de modules, donc qui sont découpés par grandes familles de situations pour de la formation de vendeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modules, c'est des modules qui sont courts, c'est des modules qui sont très finement découpés puisqu'ils font généralement entre 10 et 15 minutes. Donc déjà en termes, pour ce qui est d'aller à l'essentiel par rapport à par exemple toutes les slides qu'il fallait éplucher, déjà là-dessus, le fait qu'on ait découpé les modules en une durée courte de 10 à 15 minutes, ça change pas mal pour l'expérience d'apprentissage. Donc ça, c'est un premier point, voilà, vous avez des modules qui sont courts. Deuxième point, et qui est vraiment essentiel, c'est le côté interactif et le fait que l'essentiel de l'expérience se passe dans des mises en situation concrètes. Donc là, je vais rentrer dans l'un des modules exemples sur l'accueil des clients. Le module commence par une petite description et vous pouvez également rajouter en introduction une ressource pédagogique. Là, en l'occurrence, c'est une vidéo. Vous pourriez très bien y mettre, par exemple, une grille de pricing, voilà, des éléments un petit peu de base dont ont besoin vos commerciaux pour se lancer. Ceci étant, ce n'est pas l'essentiel du module. L'essentiel du module, l'essentiel de l'expérience qui se passe dans des mises en situation concrètes face auxquelles les apprenants doivent faire des choix. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc ça commence toujours par une situation. Donc là, par exemple, une cliente arrive dans le magasin de prêt-à-porter et elle semble pressée. Elle ne laisse même pas le temps au vendeur de la saluer. Donc voilà, elle dit je veux une paire de chaussures à talons de grande qualité, peu importe le prix. Et alors là, le vendeur va répondre voilà, je vois que vous êtes pressé, donc je peux vous proposer cette paire de chaussures qui répondra à vos attentes. Vous voyez vraiment une situation concrète. Et là, on a pris l'exemple de ce que ça donnerait dans un magasin de prêt-à-porter sur de la vente de chaussures. Face à cette situation, on va poser une question à l'apprenant. Ici, ça va être une question qui va demander d'analyser le choix. Et donc, on va proposer différentes options. Et on va laisser l'apprenant en fait se tester par rapport aux différentes options. Donc là, par exemple, l'apprenant pourrait se dire, je sais pas, moi, oui, en fait, le vendeur ici, Monde de l'Empathie, propose un produit sans perte de temps. C'est ce que la cliente attend. Donc très bien, je choisis cette option. Et là, eh bien, je vais avoir un feedback, qui n'est pas un feedback d'examen, d'évaluation, etc., mais qui est vraiment un feedback pédagogique pour apprendre. C'est un peu de se dire, en fait, qu'est-ce qui risque de se passer si je fais ce choix dans cette situation concrète. Voilà, donc là, on me dit, alors attention, la cliente semble certes pressée, mais il semblerait judicieux de comprendre quand même ses besoins avant de faire une proposition. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, par exemple, j'aurais pu aussi choisir cette option-là. Pareil, j'aurais eu un feedback pédagogique qui m'aurait aidé à comprendre. Voilà, c'est plutôt une bonne idée ici de proposer plusieurs choix. Vous voyez, c'est un feedback assez bienveillant, mais ici, je ne sais pas toujours ce dont a besoin la cliente. Donc, vous voyez, en fait, la dynamique, c'est vraiment de se dire, je fais des choix. Qu'est-ce qui se passe un petit peu si je fais ce choix? Quelle est la conséquence? Et du coup, je comprends par le feedback ce que je dois faire, quel est le comportement qui est attendu dans cette situation. Là, en l'occurrence, la cliente est pressée, mais il aurait fallu commencer par poser quelques questions à la cliente afin de comprendre ses besoins. Je sélectionne ça. Et là encore, j'ai un feedback qui me permet de comprendre un petit peu pourquoi c'est le comportement indiqué ici. Je repars de mon cas avec un message clé, simple, qui tient en une phrase, voilà, mais qui est vraiment à ce stade, en fait, c'est le moment où on va bien retenir ce message, parce que on le met en rapport du cas pratique qu'on vient de voir. Et c'est la même chose aussi pour ce qui concerne l'explication. Donc on a un message clé, et vous voyez, on a en dessous des petits éléments d'explication complémentaires. Pareil, ça c'est un endroit où on peut transmettre des informations un peu plus descendantes, finalement un peu passives, mais le fait qu'elle arrive de manière contextuelle à ce moment-là dans le parcours pédagogique fait qu'en fait on va la rattacher au cas concret qu'on vient de voir, et du coup on risque mieux de le retenir. Donc tout est vraiment très découpé comme ça. Je vais vous montrer rapidement d'autres exemples pour que vous ayez un peu la dynamique en tête. Aussi, on a d'autres types d'exercices, mais c'est toujours un peu le même canevas. Vous voyez, c'est une situation et un choix. Donc là, c'est plutôt un choix vraiment d'action concrète. Que doit faire le vendeur? Différentes options. Et là, ce qu'on va demander, c'est de les mettre dans l'ordre. Qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce que je fais en deuxième? Qu'est-ce que je fais en troisième? Etc. Et à chaque fois, selon ce que je fais comme choix, je vais avoir un feedback explicatif, pédagogique. Je repars avec mon message clé et mes éléments d'explication complémentaires.
Dernier exemple, vous voyez aussi les cas peuvent se présenter de manière un peu variée. Ici, c'est différents types de réactions que pourrait adopter un vendeur face à une cliente qui arrive avec un produit endommagé. Et là, on va proposer en fait différents types de dialogues que le vendeur pourrait proposer. Et on va lui demander en fait de mettre ces dialogues en différentes catégories. Est-ce que c'est une attitude adaptée? Est-ce que c'est une attitude moins adaptée? Et en fait, les unes après les autres, je vais regarder mes répliques et je vais voir, ah ok, si je dis ça, alors ça c'est adapté parce que, ça c'est moins adapté parce que. Mais c'est moi en tant qu'apprenant qui fait la démarche de me tester et de voir ce qui se passerait en fonction des différents choix que je pourrais faire dans cette situation. Là, je vous ai montré 3 exemples de cas. Généralement, dans un module, on va en avoir entre 4 et 8. C'est ça qui fait qu'on arrive à une durée totale de 10 à 15 minutes. Quand je termine mon module, je repars avec un petit récapitulatif, donc un texte ou des éléments graphiques d'ailleurs conclusifs. Et je repars également avec une liste des messages clés qui sont contenus dans le module et ce qu'on appelle les micro-défis. Donc les micro-défis, en fait, c'est des petits challenges du quotidien que peuvent se fixer les apprenants. Donc là, par exemple, le vendeur peut se dire, je vais prendre 5 minutes, donc c'est un petit objectif concret, voilà. Je prends 5 minutes pour écrire toutes les questions ouvertes classiques que je peux utiliser pour comprendre les besoins d'un client. Et là, en fait, l'apprenant, il peut sélectionner le défi et se dire, ah ok, j'ai accepté ce défi, maintenant je vais essayer de l'appliquer au quotidien. Voilà, donc ça c'est l'expérience apprenant de Didasque, avec à chaque fois ces modules qui sont basés sur l'exercice, les mises en situation, le feedback et des messages clés simples à retenir. Ensuite, je vais vous montrer le côté conception dont parlait Geoffrey tout à l'heure, parce qu'effectivement, nous sommes une solution de bout en bout, qui permet donc de se poser la question essentielle pour concevoir des parcours efficaces. Notre solution, elle est pensée autour de 2 éléments un petit peu clés, qui sont de permettre de créer rapidement, en fait, des parcours de digitalisation sur mesure, sans trop vous arracher les cheveux, et aussi que ce soit des parcours efficaces. Donc c'est avec ces éléments en tête, efficaces sur le plan pédagogique, s'entend. Et donc c'est avec ces éléments en tête, en fait, on a une solution qui propose un cadre pédagogique simple qui permet de sortir rapidement des expériences digitales basées sur les cas pratiques. Donc là, je vais rentrer dans ce qu'on appelle donc Didasque Teach, qui est cette solution de conception de vos modules digitaux. Et il y a plusieurs versants dans cette solution. D'abord, vous avez la partie librairie. Donc là, c'est l'endroit en fait où on se pose les questions de base sur qu'est-ce que je vais raconter dans mes modules digitaux. Et ici, en fait, Didasque a un parti pris qui est particulier, qui est en fait de partir des éléments qui ont le plus d'impact pour vos apprenants. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, les erreurs pertinentes. C'est les erreurs que pourraient faire concrètement vos apprenants en situation s'ils ne sont pas formés. Donc, pour vous donner quelques exemples, donc vous voyez, en fait, c'est une solution où vous listez les erreurs que les apprenants pourraient faire s'ils ne sont pas formés. Donc, par exemple, voilà, sur les questions d'accueil des clients, une erreur, ce serait les vendeurs ont tendance par commencer tout de suite par proposer une solution aux besoins du client. Je note mon erreur, je note aussi le changement attendu, ce que je voudrais plutôt que l'apprenant fasse à la place. Donc, par exemple, à la place, il y aurait plutôt besoin qu'il pose des questions pour clarifier ce que veut le client. Quelques exemples, vous voyez, une erreur, ce serait ignorer un nouveau client qui rentre dans le magasin. Alors qu'à la place, on voudrait plutôt que on s'occupe du nouveau client, en tout cas qu'on fasse signe au nouveau client d'une manière ou d'une autre qu'on va s'occuper de lui. Vous voyez un petit peu la logique. Voilà, on peut créer facilement en fait à chaque fois ces couples erreurs et changements attendus. Et en fait, pour chacun de ces couples erreurs, changements attendus, on va créer un cas pratique qui permet de mettre en musique, qui permet d'apprendre en fait à ne pas faire cette erreur et à avoir le comportement souhaité. Pourquoi est-ce qu'on part de cette logique un peu particulière autour des erreurs? Je dirais qu'il y a des éléments assez probants là-dessus. D'abord, c'est le côté en fait, si vous partez des erreurs de vos apprenants, vous n'allez pas dire des choses qui sont évidentes, qui sont tautologiques. En fait, c'est les endroits où on a le plus besoin de vous, si vous voulez. C'est l'endroit où il y a le plus d'impact concret. Ou si vous ne faisiez pas de formation, il risquerait de se passer des choses que vous ne souhaitez pas concrètement avec les clients. Donc, ça vous permet de partir tout de suite en fait de ce qui a un impact concret et de filtrer en fait l'information et se dire je vais me concentrer là-dessus, je vais me concentrer sur ce qui a le plus d'impact.
Et la deuxième chose qui fait que ça permet d'aller vite, en fait, ce Canva, c'est que quand on crée des parcours qui sont interactifs, qui sont basés beaucoup sur l'exercice et la mise en situation, le risque, c'est lié à ce que je viens de dire, c'est de faire des exercices qui sont un peu trop simples, en fait, où la réponse est connue d'avance, où il suffit de lire les options et on se dit « Ah, mais c'est forcément ça, il n'y a aucune chance que ce soit autre chose ». Le problème quand on fait ça, c'est que, en fait, de la digitalisation voilà, sur ce format-là, ça va pas être efficace, en fait. On aura beau s'exercer, alors certes, en sciences cognitives, on dit que c'est bien de s'exercer, mais en fait, si on s'exerce et que on connaît toutes les réponses et qu'en fait, c'est comme si on cliquait sur suivant, 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 en fait, c'est presque comme si c'était passif. Et donc, on perd le bénéfice que ça a de faire justement de l'apprentissage digital par l'exercice, la mise en situation. Donc pour être sûr d'avoir des cas qui tapent dans le mille, entre guillemets, en fait on part de cette notion donc, qui est les erreurs pertinentes que pourraient faire vos apprenants en situation. Donc ça c'est de la librairie, c'est un peu le plan, si vous voulez, de ma formation digitale. Ensuite, j'arrive dans l'éditeur. Donc l'éditeur, c'est là où je construis, j'écris vraiment mes cas pratiques. Et là encore, j'ai un cadre en fait méthodique qui me permet de rapidement concevoir mon cas pratique. Donc ici, en fait, on va me poser quelques éléments simples et c'est toujours les mêmes étapes que je dois suivre. Vous allez retrouver les étapes qu'on a vues tout à l'heure d'ailleurs dans l'expérience apprenant. On va d'abord me demander c'est quoi une situation concrète dans laquelle je pourrais commettre cette erreur, dans laquelle les vendeurs pourraient commettre cette erreur. Je décris cette situation. Vous voyez, l'outil permet aussi de rajouter des éléments un petit peu visuels assez facilement. Je peux rajouter des petites bulles de dialogue, par exemple. Je peux les signifier avec des couleurs en fonction des personnages. Donc ça permet assez facilement de rendre votre situation très concrète, voilà, pour que ce soit une situation qui corresponde à ce que pourraient réellement faire vos apprenants. Ensuite, j'ai ma question. Je propose des choix et j'écris pour chacun des choix le feedback correspondant. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui a fait ce choix? À tout moment, j'ai également à la fin le message clé. On se souvient donc le message clé qui récapitule ce que j'ai vu dans le cas pratique. À tout moment, quand je crée, je garde en tête quelle est l'erreur que je veux éviter, quel est le comportement que je veux pousser. Et à tout moment également, je peux revoir ce que ça donne côté apprenant pour me corriger, me dire ah mais ça marche pas trop parce que en fait voilà c'est peut-être un peu trop simple, c'est peut-être pas assez réaliste. Et en fait le fait de voir une preview rapidement, ça permet aussi d'ajuster sans avoir à attendre d'avoir tout produit et de se rendre compte que ça ne fonctionnait pas. Donc vous voyez c'est toujours un peu les mêmes étapes par lesquelles on passe et ça permet ce Canva d'aller plus vite parce qu'on n'a pas à se poser 50 000 questions, on est guidé en fait à toutes les étapes, on est guidé dans la librairie sur ce qu'on doit dire. Et on est guidé dans l'éditeur sur les grandes étapes pour créer son cas pratique. On fait ça et on va encore plus loin parce qu'il se trouve que, en fait, pour aller encore plus vite, pour les sujets vente, relations commerciales, en fait, notre solution propose également ce qu'on appelle des templates, qui sont en fait des formations complètes. Sur un sujet. Et en fait, on a un template justement dans la solution sur les sujets vente, relations commerciales. Et ce qu'on entend par un template, c'est vraiment quelque chose d'assez avancé, qu'on s'entende bien, c'est-à-dire que c'est une formation qui est entièrement remplie dans l'outil. Donc vous avez en fait, vous voyez, dans les différents modules, toutes les erreurs et tous les changements qui sont remplis. Et vous avez également un exemple de situation pré-remplie, avec des éléments qui sont un peu génériques et qui sont faciles à modifier, à éditer. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est un produit, on ne spécifie pas de quel produit il s'agit, mais la dynamique du cas est déjà là. Et vous pouvez facilement l'éditer. Vous voyez, je peux vous proposer ce produit-là, et vous pouvez, par exemple, remplacer le produit par le produit de votre choix, mais aussi vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Mais en tout cas, ça permet d'avoir vraiment une base sur laquelle créer vos cas. Et c'est assez facile à modifier. Là, on reconnaît d'ailleurs le cas qu'on avait tout à l'heure, en fait, sauf que c'est la version template un petit peu générique. En fait, ce même cas peut facilement, avec notre solution, être transformé en sur-mesure par rapport à votre situation. Donc, par exemple, ça peut donner donc ça, ce que je viens de montrer. Ça peut redonner, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure. C'est le même exemple, c'est la même situation, c'est le même message, c'est la même erreur. Sauf que là, on a spécifié que c'était
du prêt-à-porter, c'était de la vente de chaussures. Et donc, on a mis des petits éléments de contexte. On a changé un petit peu les propositions de réponse pour mentionner les paires de chaussures, etc. Mais voilà, on a adapté à ce cas précis. On peut prendre la même chose, idem, voilà, là, c'est de la vente à distance. Le même personnage qui a changé de profession visiblement entre-temps, mais on est donc sur exactement le même message, la même erreur, sauf que là on a réadapté en faisant quelques ajustements sur la situation voilà, des vendeurs à distance. Donc en fait, ce que permet de faire les templates, c'est d'aller beaucoup plus vite. Et il est probable effectivement que certains des messages et des types de situations sur de la formation de commerciaux, c'est des choses qui vont un peu se répéter, justement comme ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de ne pas aller tout de suite à la solution, de poser des questions pour clarifier le besoin, etc. Et donc ça permet d'avoir une base de laquelle partir, mais rien n'empêche évidemment de rajouter vos propres erreurs, de rajouter vos propres cas et de modifier ces templates à votre guise. Mais en tout cas, c'est un autre élément qui permet, en utilisant notre solution, d'aller encore plus vite. Et une fois que vous avez tout ça, vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton, vous publiez votre parcours de formation digitale et vous pouvez le tester auprès de vos apprenants. Voilà, ça c'était pour la solution. Alors rapidement, peut-être vous remontrer aussi quelques verbatims qu'on a eu de clients. Peut-être laisser la parole à Hop là, pardon, j'ai disparu, j'espère que vous m'entendez à nouveau. Surtout, après, ce qu'elle nous dit, c'est que du coup, la Progidax que lui a permis de faire monter en compétence ses équipes et de leur faire gagner en confiance, notamment via le côté un petit peu bienveillant de l'outil où chacun peut s'exercer un petit peu dans son coin, faire les erreurs sans être jugé sur son profil. Voilà. Philippe vous a parlé un petit peu juste des templates. Sachez qu'en ce moment, en fait, on lance une nouvelle version de notre plateforme, qui est un petit peu en version bêta. Et du coup, pendant tout le semestre, un petit peu, on fait une offre un petit peu spéciale de lancement, où on offre justement à nos clients les templates dont Philippe vient de vous parler, et notamment celui sur la relation client. Voilà, aux clients qui se doteraient en ce moment d'une licence Didask. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, vous pouvez nous les poser directement dans l'onglet prévu à cet effet qui est l'onglet questions ou des remarques. Voilà. Oui, désolé, à un moment j'ai disparu, la connexion est un petit peu instable. Je sais qu'il y avait une question tout à l'heure de Paul, pour commencer, qui nous demandait si la solution Didask convenait aux formations initiales où les apprenants n'ont pas nécessairement de connaissances préalables ou des expériences à mobiliser. Alors, je laisserai Philippe compléter, mais pour commencer, je dirais oui. On a des exemples d'utilisation dans ce cas-là, notamment pour tous les sujets, on va dire un petit peu aussi, par exemple, d'onboarding chez nos clients, où l'objectif, pourquoi pas quand Didask est utilisé en amont d'une formation qui est en présentiel, c'est de dégrossir un petit peu le sujet,
de faire en sorte que les apprenants se familiarisent une première fois avec le sujet en essayant avec le peu de connaissances ou des intuitions qu'ils auraient à s'exercer sur ces thématiques. Et ça vous permet de les faire arriver avec une connaissance préalable et au stade de présentiel en les ayant déjà engagés. Et là, les retours qu'on a eu d'intéressants sur ces utilisations-là, c'est que justement, Didas permettait de générer un petit peu du débat et de l'engagement au tout début du coup de la formation présentielle parce que les apprenants débattaient entre eux des cas pratiques qu'ils avaient eu à résoudre. Et du côté formateur, l'avantage pour vous, mais là, bon, si vous avez que un public de nouveau, a priori, il y en aura beaucoup qui auront des mauvais réflexes en situation. Mais s'il y a un public un peu hétérogène, ça vous permet, vous avez des données d'apprentissage qui vous sont poussées, notamment des données, des taux de réussite agrégés pour chaque cas pratique. Et ça vous permet de voir un petit peu quels sont les sujets chauds pédagogiques et de porter, vous, la focale de votre formation en présentiel sur ces sujets chauds que vous auriez identifiés, du coup, grâce aux réponses apportées par vos apprenants sur Didask. Je te laisse compléter, Philippe, si jamais tu le souhaites. Non, c'est sur la question aussi sur les autres sujets de formation qui a été posé, parce que ça c'est important. Oui. Alors, Sophie, oui, qui nous demande est-ce que vous traitez également des sujets de formation qui ne sont pas en relation client? Oui, Philippe, je te propose de repartager, si tu veux, l'écran. J'ai mis cette slide en annexe. Globalement, oui, on traite d'énormément de sujets. Après, pour se focaliser sur les sujets où on est les plus efficaces, on a plus de valeur ajoutée par rapport à d'autres outils. C'est quand même des sujets où les apprenants doivent soit changer de mindset un petit peu par rapport à l'existant et à leur quotidien de travail, soit changer leur pratique. Donc, il y a souvent quand même une dimension, on va dire, comportementale. Donc, ça peut être des sujets liés au management, des sujets de savoir-être, donc tout ce qui est lié aux soft skills, des sujets du coup de culture d'entreprise. Donc là, c'est notamment tout ce qui est lié au management et à la collaboration. Des sujets aussi là sur la diversité et le social qui sont de l'ordre là justement du changement de mindset, comment je me place du coup par rapport à la collaboration dans une dynamique où il y a quelqu'un par exemple qui serait en situation de handicap ou pour insérer des profils un peu diversifiés dans mon entreprise. Donc voilà, là, tout ce qui est un petit peu changement de discrimination, c'est ce que vous avez à changement de mindset, c'est ce que vous avez à droite sur la culture d'entreprise. Donc c'est des sujets onboarding, transformation, changement des pratiques aussi, pour incarner un petit peu les nouvelles, par exemple, valeurs d'une entreprise. Donc ça, on est pas mal utilisé là-dessus. Sur les soft skills un peu basiques d'organisation, de créativité, de management. Et enfin aussi sur des expertises un petit peu métiers. Là, on a des cas d'utilisation typiquement sur des sujets, souvent c'est sur des sujets RH. Par exemple, la formation d'équipes commerciales ou qui ont des relations avec des clients sur les sujets un peu d'anticorruption ou les politiques par rapport à la réception des cadeaux, etc. Quand on est commanditaire aussi d'appels d'offres, pourquoi pas dans les entreprises. Donc là, on travaille notamment avec des grandes entreprises qui doivent respecter un petit peu les règles du coup législatives un petit peu dictées par la loi Sympa 2 et des règles un petit peu anticorruption qu'ils ont mis en place en interne. On a aussi des sujets du coup typiquement sur les politiques de rémunération, donc qui sont des process RH qui doivent être conduits au moment où quelqu'un de nouveau arrive dans une entreprise pour lui conditionner un package d'entrée avec un salaire et des bonus dans des grandes entreprises. Sur des sujets de comptabilité aussi, et sur l'accompagnement dans la santé aussi, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, là on est pas mal utilisé sur les postures d'accompagnement et de soins. Et aussi d'autres thématiques un petit peu plus là, on n'a pas trop mis la focale là-dessus, mais on est utilisé aussi par des universités et des écoles du supérieur sur des sujets un peu plus académiques. Voilà. Deuxième question de Sophie. En tant que formateur, avons-nous accès à des statistiques de réponse des apprenants? Oui, je vous en faisais part dans ma réponse précédente. Donc, vous avez compris que vos cas pratiques sont rangés dans des modules. Donc, vous avez
des statistiques déjà sur on va dire sur l'engagement, qui sont des statistiques un peu quantitatives de combien de personnes sont venues se connecter sur mes cas pratiques et sur mes modules. Après, vous avez des statistiques d'ordre plus qualitatif qui ont attrait à combien de temps sont versés les apprenants sur la résolution d'un cas pratique spécifique, combien de taux de réponse j'ai de taux de bonne réponse ou de mauvaise réponse j'ai dans ma population sur un cas pratique spécifique, sur un module qui attrait une compétence. Donc vous avez ces statistiques-là qui sont des statistiques un peu qualitatives qui vous aident à y voir clair sur le degré de compétence et de montant en compétence de vos apprenants sur des thématiques spécifiques et sur leurs besoins un petit peu chauds pédagogiques. Et vous avez des statistiques aussi un petit peu individuelles sur qui a fait quoi. Mais là, on ne s'intéresse pas à qui a répondu quoi, parce qu'on veut que nos apprenants se sentent suffisamment en sécurité quand ils sont sur Didasque, et on veut qu'ils sentent qu'ils peuvent se tester et faire leurs erreurs sans être jugés. Donc là, on ne vous pousse juste pas ces statistiques de réussite individuelle. Vous les avez sur le plan collectif. Question de Goëlo, est-ce que la solution de Didasque peut être intégrée à un LMS existant? Oui, tout à fait. Là, on est scormable, donc en fait, on respecte la norme un petit peu d'interopérabilité de toutes les plateformes LMS du marché, qui est la norme SCORM. Donc là, on peut créer des ponts entre les plateformes. Il n'y a pas de souci, on peut être intégré à tous les LMS. C'est la manière dont on est le plus utilisé de toute façon. Question ensuite de Valérie. J'ai fait de formations de commerciaux. On passait 5 jours à la découverte du client 10 minutes. Ça me paraît vraiment léger pour fermer un bon commercial. Du coup, j'imagine que vous parlez du format Didasque. Là, Philippe, je te laisserai compléter, mais nous, on n'a pas vocation forcément à remplacer une formation présentielle. Tout dépend un peu du degré de formation que vous voulez pousser. Si vous voulez former vraiment des experts, sur des thématiques vraiment spécifiques, si vous n'allez peut-être pas faire 5 jours en digital, je vous le confirme. En revanche, on est souvent utilisé en blended learning, soit pour familiariser un petit peu les apprenants avec une nouvelle, typiquement sur la formation commerciale, avec des nouvelles pratiques, et après les amener à du présentiel. On est aussi utilisé en consolidation après une formation présentielle pour remobiliser un petit peu les compétences qui ont été mobilisées pendant la formation en présentiel, et pour les remobiliser après avoir un petit peu oublié, 1 mois après, 2 mois après, revenir s'exercer, cette fois en asynchrone, chacun de son côté, avec son téléphone sur l'application. Voilà. Pour la réponse à votre question, Valérie. Donc on n'a pas forcément vocation à se substituer, mais à être un complément du présentiel. Tout dépend après de vos objectifs pédagogiques et à quel point vous voulez pousser le curseur loin sur la montée en compétences. Paul qui nous dit qu'il a pu voir des templates de Didasque qui se basent sur des contenus de texte. Vous n'utilisez pas de vidéo, y a-t-il une raison spécifique à cela? Alors vous pouvez utiliser des vidéos sur Didasque. Il y en avait effectivement une dans la démo que vous a montré Philippe qui était la ressource un petit peu théorique. Si vous pouvez en utiliser aussi à d'autres endroits en explication après les cas pratiques ou sur la partie situation. Et là, ça marche sous forme d'iframe. En fait, vous mettez un lien vers une vidéo YouTube ou un lien vers une vidéo Vimeo, peu importe, qui peut décrire votre situation ou qui peut apporter un complément d'explication après dans la partie explication. Mais en tout cas, les vidéos sont complètement intégrables dans notre solution. Vous pouvez même en mettre sur la partie un petit peu introduction du parcours du module, si vous voulez mettre une petite vidéo en préambule. Donc, il y a plein d'endroits où on peut mettre des vidéos. Merci Sophie à vous pour vos questions et pour votre présence. Paul qui nous demande à nouveau Didasque commence par une mise en situation avec une question au lieu de commencer par expliquer des informations puis poser des questions. Pourquoi ce modèle pédagogique? Je ne sais pas si Philippe, tu veux répondre? Je sais pas si je peux. Micro. Oui, alors très bonne question, effectivement. Alors c'est, comme vous imaginez, à dessein. Alors effectivement, c'est pour quand même spécifiquement plutôt les cas où les apprenants arriveraient, disons, sur un sujet avec
des idées reçues qu'il pourrait avoir, pas forcément des erreurs d'ailleurs, mais parce que par exemple Didask est souvent utilisé pour de la sensibilisation également, sur lesquelles on pourrait avoir par exemple, je sais pas moi, sur le réchauffement climatique, on pourrait avoir certaines idées reçues, etc. Et où il est au stade aussi où il pourrait avoir où il pourrait faire des erreurs, effectivement. Et donc dans ces cas de figure qui sont très nombreux en fait, hein, qui constituent en fait un peu l'essentiel de ce qui est un peu caché quelque part dans la formation, qui est concrètement toutes les choses que je pense avoir comprises, mais qu'en fait j'aurais pas forcément compris, que je serais pas forcément capable d'appliquer en situation, etc. Là-dessus, il est clair que ce format a une vraie plus-value pédagogique, et notamment parce que si j'ai des idées reçues, par exemple, on sait, il y a plusieurs études qui ont été faites dessus, que c'est plus efficace de me demander d'abord qu'est-ce que je pense, de ensuite me corriger avec du feedback, que je comprenne en fait moi-même pourquoi c'est pas forcément la réponse appropriée, et qu'ensuite on m'apporte le message qui vient corriger mon idée reçue, plutôt que de juste dire c'est pas comme ça que ça se passe. La même chose vaut pour les erreurs, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est plus efficace effectivement sur le plan pédagogique de laisser d'abord les personnes tester par elles-mêmes, de leur apporter un feedback pour se corriger et leur donner ensuite le message. Il vaut mieux pas faire ci et faire cela, que commencer par la grande recommandation qui va moins être comprise, parce qu'en fait voilà, l'apprenant aura compris par lui-même de manière un petit peu inductive en fait, en se mettant face à la situation, pourquoi le comportement est plus ou moins indiqué. Donc il aura intégré davantage pour lui en fait le message. Voilà, désolé pour le changement de micro et le sifflement. Voilà qui répond à votre question, Paul. Et si vous voulez pousser un peu plus loin, en fait, du coup, si vous voulez, le grand concept un petit peu de psychologie cognitive sous-jacent à ça s'appelle le testing effect. Là, vous pouvez faire un petit peu de recherche, notamment sur Internet, et ça complètera la réponse de Philippe sur le bienfait de cette dynamique un petit peu inductive, inversée, de se tester, comprendre pourquoi on fait une erreur, avoir un feedback qui va laisser mettre ton micro, Philippe. Ouais. Je vais continuer à répondre. Est-ce que vous m'entendez désormais? Oui, ok. Alors, ce que je vous disais sur les prix, je ne sais pas où vous m'avez perdu, mais en gros, c'était que notre licence de base est une licence à 2400 euros. C'est du coup une licence qui est annuelle. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'elle vous donne accès, vous, en tant que concepteur, au back-office pour concevoir des modules, à un accompagnement de nos ingénieurs pédagogiques, donc du coup l'équipe de Philippe, et un accompagnement de Philippe, pourquoi pas, sur voilà, le lancement, votre lancement sur le sujet, l'identification des erreurs, la conception de premiers cas pratiques, voilà, la correction, et après sur le déploiement des techniques pour engager vos apprenants. Donc un petit peu, vous utilisez ces heures d'accompagnement, il y en a un minimum 3, comme vous voulez. Et J'ai été complètement déconnecté. Et je ne sais pas si vous m'entendez à nouveau. Après, vous avez cette solution comprend aussi un certain nombre d'accès apprenants au nombre de 100. Et après, il y a un prix par apprenant supplémentaire. Voilà, et là, il y a plusieurs modèles économiques. Si jamais vous avez des questions sur ces modèles économiques-là, n'hésitez pas à nous écrire directement. On va indiquer votre adresse mail dans la partie questions, dans la partie chat. Et je vous recontacterai, je vous indiquerai toutes nos grilles de prix. Voilà. Par le passé, Sophie nous dit effectivement qu'il y avait une métaphore de la plante, vous vous en souvenez, qui croit, elle avait tout délaissé. Oui, on l'a délaissé sur le plan UX. Par contre, la dynamique en fait, un petit peu sous-jacente, la métaphore de la plante, en fait, pour contextualiser et donner des éléments aux autres participants, c'est que à chaque réponse de l'apprenant sur notre précédente plateforme, on avait une plante
qui augmentait de taille, qui grandissait, qui croissait, et ça symbolisait le fait qu'à chaque erreur qu'on fait, et du coup, notre apprentissage se consolide. Donc il y avait ce rapport un peu bienveillant à l'erreur. Là, on a utilisé d'autres moyens publics de mettre les apprenants dans ce mindset-là un petit peu, qui n'est plus un mindset de performance, de je veux avoir la bonne réponse, et montrer que j'ai des connaissances, mais plutôt de je vais tester, je vais me tromper. Mon objectif, c'est vraiment de monter en compétence plutôt que de montrer que voilà, je suis performant. Donc on utilise d'autres moyens, on va dire UX, d'expérience apprenant, pour amener les apprenants dans ce mindset-là. On a toujours la même dynamique. Voilà. Philippe, pouvez-vous prendre le relais? N'hésitez pas à prendre le relais. Valérie, donc la licence annuelle avec 3 heures d'accompagnement et 100 apprenants est à peu près à combien? Pardon, vous avez peut-être raté l'information, elle est à 2400 €. Voilà, une licence de base. Valérie. Il me semble qu'il y a des questions aussi dans l'autre onglet. Laurence qui nous demande, pouvez-vous donner des indications de budget? Voilà, oui, ça on l'avait fait. Ben qui nous demande combien de temps, j'imagine, faut-il pour bien prendre en main la solution et commencer à créer des bons modules. Philippe, là, je vais te laisser répondre parce que c'est toi qui es au plus près des clients. Je pense que ta réponse sera plus pertinente. Alors effectivement, la raison pour laquelle on met aussi un accompagnement initial de 3 heures aujourd'hui, c'est aussi pour cette raison. C'est précisément qu'au bout de ces 3 heures d'accompagnement, qui sont généralement un petit peu répartis dans le temps et avec des objectifs qu'on se donne, on observe dans les faits que l'essentiel commence à bien être maîtrisé par rapport à la création de modules. On a de l'accompagnement, mais il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il y a pas mal de choses qui sont dans l'outil, ou on va dire autour de l'outil, dans le sens où l'outil propose en lui-même un guidage pédagogique, à la fois par le biais des templates, par le biais des différents canevas dont on parlait, voilà, où on n'a pas à chaque fois à se poser la question d'où on part. Et également, on a un centre de ressources qui est assez fourni et qui n'est pas uniquement un centre de ressources sur les aspects techniques, mais également sur les aspects pédagogiques, donc qui vise à donner plein de conseils en fait sur différentes manières de poser des questions, etc. Très bonne question de Sophie, effectivement. Alors, on fonctionne de plusieurs manières. Notre question, Sophie, c'est vos équipes sont-elles également créatives de support pédagogique à la demande d'un client? Oui. En fait, notre back-office peut être utilisé soit par les équipes pédagogiques du client, et là, on les accompagne un petit peu à la montée en compétences, comme vient de le dire Philippe, ou sinon pour des clients, et c'est notamment souvent le cas des grands comptes chez nous, qui nous délèguent la conception. Et là, nous, on va plutôt interviewer les experts, ou se baser sur les supports existants pour identifier ces fameuses erreurs et travailler nous-mêmes, mettre les mains dans le back-office pour produire les contenus. Et c'est aussi pour ça, en fait, qu'on a créé cette logique de template qui est un petit peu à cheval entre les deux, du coup, qui nous propose d'accéder à des réponses génériques sur des sujets où on a souvent été sollicité, et de pouvoir les moduler un petit peu et les recontextualiser un petit peu pour qu'elles correspondent plus au quotidien de vos apprenants. Donc c'est une solution un petit peu intermédiaire qui vous propose d'accéder et de modifier vous-même des templates que nous avons réalisés. Merci à vous Laurence, merci à tous. On arrive un peu près au bout. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Normalement, on a aussi, on pourra éventuellement être contacté par mail. On vous enverra également le replay de cette vidéo si vous voulez repasser sur certains points. Je crois qu'on n'a pas prévu de slide, donc je vous mettez le mail, donc je vous écris le lien directement dans la conversation. Et si jamais vous voulez me contacter, n'hésitez pas pour avoir de plus longues informations pour parler de vos projets. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents et de nous avoir suivis pour toutes vos questions et votre intérêt. Et puis on vous dit à très bientôt, de toute façon sur des webinaires, puisqu'on en fera assez régulièrement cette année. Et on vous souhaite une très bonne année. C'est vrai qu'on ne vous a pas présenté en début de webinaire, mais bonne année à tous. Une année d'impact pédagogique, c'est ce qu'on vous souhaite. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.